Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition du débrief. Ils y sont tous, mais personne ne l'admet. Et pourtant, il reste encore une quinzaine de mois. On l'a compris, les élections sont dans toutes les têtes et tous les esprits qui chauffent et qui s'échauffent aussi. Qu'ils soient dans la majorité ou dans l'opposition, les états-majors partisans s'ébrouent, se mettent en position, affûtant leurs armes et fourbissant leurs arguments. Mais d'ici à septembre 2026, il reste un an et quart, une loi de finances à faire adopter, une CAN à recevoir et idéalement à remporter, et une montagne de lois et de décrets à faire passer. Comment se comportera la majorité dans cet intervalle d'un an et quart? Nous y répondrons avec nos invités. Au Moyen-Orient, la guerre fait rage. Benjamin Netanyahu a décidé finalement d'attaquer l'Iran, qui a riposté, qui riposte toujours. Au-delà de la nature et de l'ampleur de l'intervention et de l'implication américaine, quels sont les véritables enjeux et comment se dessinent les perspectives dans cette partie du monde, ô combien riche, ô combien importante, ô combien sensible et stratégique? Quelle réaction des Russes et qu'attendre des Chinois? Réponse aussi dans cette émission. Troisième sujet, Marhaba 2025 a commencé. Nos compatriotes installés à l'étranger reviennent au pays. Ils sont environ 6 millions de Marocains expatriés avec leurs soucis et leurs besoins, leurs attaches au pays et leurs activités dans leur pays d'accueil. On attend toujours la nouvelle structure de gestion de cette très importante catégorie de notre population et la mise en place de l'organigramme demandé par Sa Majesté le Roi, par deux fois en 2022 et en 2024. Nous recevons aujourd'hui deux confrères, deux éditorialistes qui répondront à ces questions. Abdallah Tourabi, bonsoir. Bonsoir Merci d'être avec nous. Merci beaucoup. Vous êtes journaliste et vous êtes chroniqueur. Mohamed Zainabi, bonsoir. Et aussi bienvenue, vous êtes rédacteur en chef de l'Observateur du Maroc et de l'Afrique. C'est toujours un plaisir. Merci beaucoup. Alors, on part sur le premier axe, campagne électorale ou non? Même question pour vous deux. Je commence par vous, Abdallah Tourabi. Alors, est-ce que d'après vous, les partis de la majorité ont déjà commencé leur campagne électorale ou pas encore? Ou ils s'échauffent? Et est-ce qu'ils sont toujours engagés dans leur pacte de la majorité? Alors, il y a plusieurs éléments dans votre question, c'est Aziz. La première question, c'est la campagne électorale. On sait très bien que la campagne électorale, elle est déterminée par la loi. Donc, il y a toujours un laps de temps, quelques mois, qui sont fixés par la loi, par le ministère de l'Intérieur. Voilà, enfin, on siffle le début de la campagne. Donc là, on n'y est pas. Évidemment qu'on n'y est pas du moment que, voilà, enfin, qu'on n'est pas dans cette échéance-là. Mais une campagne électorale dans le sens de chaque parti où la coalition majoritaire défend ses réalisations, défend ses idées, ses projets, ça, je pense qu'il n'y a aucun mal en cela. Il n'y a aucun mal, c'est qu'un parti défend ses idées. Il n'y a aucun mal qu'un gouvernement défend son projet. Il n'y a aucun mal qu'une coalition défend son action. Et je pense qu'une campagne électorale commence dès le premier jour où le gouvernement est installé et mis en place. Il y a une campagne électorale dans le sens de « je vais agrandir ma base, j'ai envie de reconvaincre les Marocains, etc. » Donc, la campagne électorale, elle est là depuis le premier jour. Mais et là je viens à la deuxième partie de votre question, c'est Aziz, sur l'état de la majorité. L'état de la majorité, je pense qu'on est dans les starting blocks pour le prochain gouvernement. Le prochain gouvernement, ça, vous le savez très bien, les téléspectateurs le savent aussi, le gouvernement prochain, ce qu'on appelle médiatiquement maintenant le gouvernement du mondial, parce qu'il y a la Coupe du Monde dans quelques années. Donc, qui sera le gouvernement, enfin, qui sera là pour mener tous les chantiers qui sont déjà en cours d'ailleurs, pour recevoir le monde entier à la Coupe du Monde. Donc oui, je pense qu'il y a des tiraillements, je pense qu'on est dans une situation qui est encore une fois tout à fait normale. Je pense que vous avez d'autres questions à poser, et pour laisser aussi l'occasion à Mohamed aussi d'exprimer son point de vue, je pense aussi qu'on est dans des tiraillements, on est aussi, donc voilà, chaque parti sait se démarquer. Il y a des coups que certains considèrent comme déloyaux, mais si on revient à l'histoire, ça fait partie du jeu politique. Oui, il y a un tiraillement à l'intérieur de la majorité, il y a plusieurs signes, ne serait-ce que la semaine dernière, une déclaration de Hicham Mahdi. Si on utilise la métaphore footballistique, du PAM, si on utilise la métaphore footballistique, le retour d'Hicham Mahdi, c'est un peu comme un attaquant, un ailier rapide qui est là pour un peu titiller, notamment le parti majoritaire, renforcer le PAM, mais aussi pour titiller le gouvernement, titiller le RNI, et c'est tout à fait légitime. Je pense qu'on a suffisamment tous et toutes de mémoire politique pour se rappeler que ce qui se passe actuellement, on l'a vu, ou avec le dernier gouvernement, le gouvernement de Saad El-Othmani, où le RNI lui-même, qui était présent au gouvernement, avec plusieurs ténors du parti, dont c'est Aziz Arnouch, était là, il attaquait le gouvernement, il attaquait le PJD, alors qu'il était son allié, était présent au gouvernement. C'était beaucoup plus marqué que la majorité actuelle. Exactement. Et il y a quand même un chef. On peut dire qu'il y a un chef. Oui, il y a un chef, mais en tout cas, je trouve ça tout à fait légitime, c'est mon jeu.
Mais après, et là, c'est là le regret, et peut-être qu'on va revenir sur ça, c'est la qualité du débat politique. C'est l'absence de débat politique. C'est-à-dire, là, on est vraiment dans des petites attaques ici et là, mais on n'est pas en présence de vrais projets contre projets, on n'est pas de vraie présence d'analyse de la situation nationale, d'analyse de la situation internationale. Ils ne peuvent pas exciper de leurs projets. Maintenant, comme vous dites, ils sont dans la majorité. S'ils sortent des projets, la majorité va sauter. Mais c'est Aziz, là, on n'est pas dans les projets programmatiques électoraux, on n'est pas dans ce qu'on va faire, les mesures, etc. On est, par exemple, sur des questions de société. Par exemple, moi, je ne sais pas, par exemple, là, il y a une loi, normalement, qui est supposée être votée prochainement, c'est le code de la famille. Je ne sais même pas ce que pensent les partis politiques de ces questions-là. Alors, c'est quand même aberrant. Vous partez dans le monde entier, vous choisissez n'importe quel pays démocratique, ou pas, d'ailleurs, la question de la famille, la question des valeurs est une question importante dans l'ADN de chaque parti politique, de chaque formation politique. Vous allez par exemple en Allemagne, en Espagne... Alors, on va revenir sur cette histoire de la Moudouana, parce que c'est assez intéressant, c'est là où le bas blesse, d'après ce qui se dit, parce qu'il n'y a pas énormément d'informations là-dessus, d'après ce qui se dit, c'est qu'il y a des tiraillements entre partis de la majorité, qui n'ont pas véritablement, qui n'ont pas la même manière de voir idéologique sur un certain nombre de choses. Je parle essentiellement de l'Istiqlal et des deux autres partis. Tant mieux. Tant mieux. Mais ça doit être dans l'espace public. La loi, justement. Pourquoi on laisse seulement le PGD s'exprimer sur cette question? Alors, on va revenir là-dessus, c'est Mohamed Zeinabi. Alors, sur cette question d'action politique de terrain qui dérangerait les différents partis en présence, quand le RNI part à Agadir et qu'il tienne un meeting, etc., il y a le PJD qui dénonce tout de suite le parti au pouvoir en le taxant de mener une campagne avant l'heure. Franchement, le citoyen ne sait pas où mener le curseur. Quand est-ce qu'il s'agit d'une action de terrain tout à fait ordinaire d'un parti politique et quand la question est de valoriser une personne dans une région donnée. Et c'est ça ce qui pourrait déranger. Le problème, c'est que ce dont nous souffrons dans ce pays, c'est de l'invisibilité de nos partis politiques. C'est tant mieux s'il y a une compétition de terrain, sur des actions de terrain, encore une fois, pas les actions relevant des chantiers programmés, etc. Ça serait de la surenchère entre partis de la majorité. Mais non, il y a beaucoup de marge pour les partis politiques d'aller encadrer, et c'est ça leur rôle, de corps intermédiaires, le citoyen, notamment sur des questions, par exemple, de société. Vous avez parlé de la Moudouana, mais allons, il y a eu un petit débat qui a été soulevé sur, TikTok ou pas TikTok au Maroc. C'est quelque chose qui pourrait être porté au plus petit degré, dans le plus lointain douar du Maroc, pour savoir ce que pensent les jeunes, les vieux, etc., pour que justement les partis ne soient pas en manque d'idées quand ils faillent, par exemple, à aller vers le central avec des propositions concrètes. Est-ce qu'il manque d'idées ou il manque de personnes? Je ne sais pas s'il manque d'idées ou s'il manque de l'audace nécessaire ou du personnel nécessaire, des RH nécessaires pour les porter, pour les apporter à la population. Sur des questions sensibles, touchant par exemple à la religion, personne, ou carrément personne, n'ose, ou quelques-uns... Il n'a pas le droit. Pour la religion, il n'a pas le droit. Wahbi, par exemple, sur la question du droit de chacun à disposer de son corps librement, etc., il a eu cette audace. Mais il était tout seul. On dirait qu'il ne faisait d'aucune majorité, qu'il portait la chose tout seul. Donc ça, c'est plutôt sociétal, c'est Mohamed, parce que la religion, c'est clair. Voilà, d'ailleurs, pour le Moudouana, c'est passé par le Conseil supérieur des ulémas. Oui, mais on revient à ces questions. Vous avez posé la question de l'audace. Justement, les partis politiques se cachent quand il s'agit de questions qui pourraient heurter la bien-pensance ambiante. Et c'est ça ce qui dérange. Alors, à l'approche des élections, on sera plutôt dans l'économique, dans le socio-économique que dans le débat sociétal. C'est ce que fait le gouvernement à chacune de ses sorties. Il oppose à de tels débats des chiffres.
et à ce moment-là, on lui reproche d'être technocrate, de gérer le pays comme une entreprise, etc. Alors, tout ça trouble le débat. Il faudrait qu'il y ait des têtes d'affiche porteurs, l'un de débats de société, l'autre de débats économiques, etc. Mais maintenant, je reviens à la question des tiraillements. On n'est pas encore dans l'entre-déchirement, les guéguerres, etc. On est loin de la phase Shabbat, etc. Mais tout de même, on approche quelque peu le soutien critique parfois inventé par l'Istiqlal du temps de Yousfi. Et ça, c'est de bonne guerre. On ne peut pas. C'est facile pour le gouvernement Yousfi, pour ne Exactement. pas faire la confusion. Non, il n'y a pas de confusion à se faire, puisque l'Istiqlal est l'inventeur de ces terminologies de soutien critique. Un pied dedans, un pied dehors. Un pied dedans, un pied dehors. Et je pense qu'à l'approche là, alors vu ce qui se passe à l'international, vu tous les chantiers lancés, etc., je pense que la campagne électorale proprement dite, précoce, on n'y est pas encore, mais elle va s'intensifier peut-être à 6 mois des prochaines échéances. C'est ce qui a été dit, si Mohamed, et je reviens à vous, Abdallah Tourabi, c'est ce qui a été dit par les politiques qui veulent bien en parler, les politiques au féminin ou au masculin d'ailleurs, qui veulent bien en parler et qui disent que il y a pas une trêve, mais il y a une pause jusqu'en janvier, c'est-à-dire passer la loi de finances, recevoir la CAN, terminer la CAN, idéalement, comme je vous disais, la remporter aussi. Ce serait bien. Et juste après, ça va démarrer. Alors, quand ça va démarrer, nous avons 3 parties. Il y a eu 10 engagements initiaux au départ, dont le plus emblématique, c'est 1 million d'emplois. Et donc, comment ça va se passer, d'après vous? Est-ce que d'abord, ça a été plus ou moins réalisé, les 10 engagements? Et deuxièmement, comment vous pensez que les 6 derniers mois, de janvier à septembre, les 9 derniers mois, vont se passer? Et là, il n'y aura plus le soutien critique, il n'y aura que de la critique. Là, le soutien critique, ça n'a pas été, excuse-moi de te contredire, le soutien critique a été inventé par le PJD en 97, en 99, quand il a rallié le gouvernement d'Abdelrahman Yousfi de l'alternance, et ça lui a permis de saper complètement de l'intérieur, enfin saper complètement le PJD, puisque le PJD c'était en 99. Je ne vais pas faire l'histoire. On lui a proposé un siège au gouvernement, il a refusé, il a préféré le soutien critique. Et ça lui a permis de faire de l'entrisme. Et deuxième chose, ça lui a permis de saper de l'intérieur, les fondements de la coalition majoritaire. Et après, il est passé 2 ans après. C'est pour ça que je ne lui accorde pas l'invention. L'intention n'était pas. Non, on ne va pas juger l'intention. Mais la vérité historique, c'est la vérité historique. Mais je pense que ça remonte à plus loin. À 99. Et après, il est passé en 2000, il est passé directement à l'opposition. Et ça lui a permis de prendre la place progressivement. On connaît l'histoire de l'UCFP dans plusieurs villes, etc. Et notamment dans les grandes villes. Ça lui a permis vraiment d'asseoir sa légitimité et asseoir sa puissance. Vraiment, Vous avez compris qu'il était plus facile d'être dans l'opposition. Oui, mais au début, il est passé par le soutien majoritaire. Enfin, le soutien, c'est-à-dire, voilà, je suis de bonne foi, je suis avec les institutions, etc. Bon, c'est un autre contexte. C'est juste un détour historique pour revenir à cette question. Alors, pour votre question, sur la question des engagements, c'est très bien. C'est-à-dire que c'est très bien d'avoir des réponses chiffrées. C'est ce qu'essaye le chef de gouvernement, ce qu'essaye Arnouch de faire. C'est à chaque fois qu'il est là, il essaie de répondre par des chiffres aux réalisations qui sont faites ou supposées être faites par le gouvernement. Ma seule critique de cette méthode de faire, c'est qu'on insiste beaucoup plus, et ça c'est une distinction que la langue anglaise permet, que le français ne permet pas, c'est qu'on insiste beaucoup plus sur policy et pas politics. C'est-à-dire, le mot politique en français veut dire à la fois politique publique et débat politique et idées, et voilà, palabres, discussions, opposition, etc. Policy, ça veut dire les politiques publiques, c'est-à-dire voilà ce qu'on fait en termes d'enseignement, voilà ce qu'on fait en termes, par exemple, de finances, d'emploi, etc. Ou ce qu'on ne fait pas. Mais politics, c'est-à-dire le débat, la discussion, l'opposition, c'est ce qui donne sens à la vie politique dans un pays. Au Maroc, avec le gouvernement actuel, on insiste énormément sur la partie politique publique. Or, on sait très bien que l'évaluation des politiques publiques est quelque chose d'extrêmement difficile, parce que ce sont des choses qui s'étalent sur des années et des années. On ne peut pas, par exemple, évaluer... Je prends un exemple, l'enseignement. Là, il y a une réforme d'enseignement qui a été menée depuis le début de ce gouvernement.
cette réforme-là, par exemple les écoles pionnières, on ne pourrait pas juger les résultats des écoles pionnières que dans 8-9 ans. On peut faire des évaluations ponctuelles sur les résultats d'une année ou deux. Mais un vrai résultat qui va vous faire ce qu'on souhaite, un changement radical dans ce marasme, dans cette catastrophe qui est l'enseignement public au Maroc. Enfin, on sait très bien que les résultats sont catastrophiques. On ne pourrait voir les premiers résultats que dans quelques années qui sont au-delà d'un mandat. Donc c'est pour ça que je dis toujours c'est un peu difficile. Sur la question de l'emploi... Là, à moins d'être de mauvaise foi, excusez-moi, je vous coupe, c'est Abdallah Torabi. À moins d'être de mauvaise foi, on ne peut qu'admettre que les écoles pionnières sont un projet qui est en train de... qui est sur de bons rails. Je ne peux pas dire qu'il soit en train de réussir ou pas. Shakib Ben Moussa est parti, il a été remplacé par C. Barrada et le projet a été continué, il n'a pas été arrêté. Je n'ai pas dit le contraire. J'ai dit, voilà, ça pourrait être quelque chose de bien. C'est actuellement la première évaluation qui a été faite, une évaluation positive. Alors là, pour le reste. Mais le problème, par exemple. Non, mais ce que je dis, mais le problème, c'est qu'actuellement, c'est pour les vrais résultats, c'est-à-dire à l'échelle nationale, parce que là, il y a une échelle d'expérimentation. Mais à l'échelle nationale, on pourrait le voir que dans 8, 9, 10 ans, on peut voir le résultat réel et généraux. Alors, pour la question de l'emploi, encore une fois, voilà, c'est pour ça que j'essaye d'être complètement objectif sur cette question. La question de l'emploi au Maroc, c'est une question qui est, encore une fois, on prend comme quelque chose, on pourrait juste faire des mesures publiques rapides, on injecte de l'argent dans des programmes, on sait très bien que ces programmes ne fonctionnent pas très bien, on a essayé plusieurs programmes récemment. Força, enfin on ne sait même pas maintenant Força, voilà ce que les résultats de Força. Maintenant aussi, on essaie d'injecter de l'argent, sauf que la question de l'emploi est une question de transformation structurelle de l'économie marocaine. Parce que l'économie marocaine, on sait très très bien qu'elle ne crée pas beaucoup d'emplois. On le sait très bien. C'est-à-dire qu'il faut changer complètement la nature de l'économie marocaine et qui est liée à plusieurs éléments déterminants, qui est liée à la question de la recherche scientifique, à la question de l'éducation, à la question de l'énergie, le coût de l'énergie, parce qu'on a le coût de l'électricité qui est extrêmement élevé. Il y a plusieurs éléments qui entrent en considération. Donc, oui, si on voit les chiffres, le gouvernement de Aziz Akhannouch ne crée pas autant d'emplois que d'autres gouvernements, que celui d'Abbas Fassi, que celui de Jto, que celui d'Abdillah Ben Kiran, que celui d'Othmani, etc. J'essaie de trouver des circonstances atténuantes. Donc, moi, ce qui m'intéresse actuellement, c'est on essaie d'évaluer le mandat d'Aziz Akhannouch et la politique d'Aziz Akhannouch. Il ne faut pas seulement sur la question des politiques publiques qui sont à mener et qui sont à évaluer à faire et à mesure, mais aussi sur, actuellement, moi, ce qui me dérange dans le gouvernement d'Aziz Akhannouch, c'est son absence et son invisibilité politique. Ça aurait été tellement bien d'avoir des politiques ou des membres du gouvernement qui viennent dire ça, justement. J'espère. Et il n'y a pas... c'est un problème aussi. Alors, comment ils le disent, la question du comment aussi se pose. Parce qu'à chacune des sorties, la communication est brouillée parce qu'il y a un mot malencontreux qui s'est introduit dans le discours, etc. Ça aussi, il y a des réglages à faire. Parce qu'il faut parler aux Marocains, mais en étant terre à terre. Emploi, voici ce que nous avons fait et segmenté. Parler des chiffres, aujourd'hui, quand on entend le chiffre de 13%, voilà, c'est catastrophique, majoritairement dans les villes. On parle de 7 vers... Encore plus catastrophique le chômage des jeunes. Des jeunes, voilà, et on parle... 35 ou 30. Exactement, maintenant avec la raréfaction de l'eau, manque de pluie, etc., la situation risque de s'aggraver. Alors le problème, c'est qu'à côté de cela, il y a le ministre de l'Industrie, que je pourrais surnommer l'inaugurateur, tellement il inaugure des choses. Mais on se demande, et on balance il a dit des ici chiffres, même sur ce plateau et on balance des chiffres incroyables. Ici, 10 000 emplois par ici, 50 000 emplois par là, etc. Et à chaque fois que je reçois de tels communiqués, je dis attention, j'attends de voir. Et on attend toujours de voir. Mais on a 350 000 personnes qui arrivent chaque année sur le marché. Exactement. Si le problème, voilà, le problème ça justifie parfaitement le temps long de l'évaluation parce qu'il y a accumulation des chiffres. On crée de l'emploi, mais par ailleurs, il y a des sorties. Aujourd'hui, on parle d'un chiffre mes amis et confrères, effrayant de nombre de faillites d'entreprises aussi. On va sortir du discours technique parce que là, ça va être, théoriquement, ce devrait être des membres du gouvernement de la majorité qui devraient être là en train de défendre ça. Je vous demanderai,
au niveau politique, dans un an et quart, on va avoir des élections. Les élections, bon, on sait comment se déroulent nos élections, mais au niveau des alliances, comment ça va se passer? Comment vous voyez les choses? Un an avant les élections de 2021, il y avait une alliance Istiqlal, PPS, PAM. Un an après, on se retrouve Istiqlal, PAM, avec le RNI et le PPS à l'opposition. Comment vous voyez les choses? Vous avez encore 2 minutes, après je reviens vers vous. Alors, on passe au deuxième sujet. D'expérience, quand la course électorale est lancée, il n'y a plus d'alliance. Et on l'a bien vu. Là, les alliances à venir pour les élections, c'est-à-dire pour les élections, mais être dans un pôle. D'expérience, c'est l'intérêt qui prime, et on a bien vu. L'intérêt partisan, kulla wahd ala rasoul. Kulla wahd ala rasoul. Et pourquoi je dis ça? Parce que il y a eu des alliances contre nature au niveau des villes. On a vu un parti de la majorité coaliser avec le PJD pour empêcher un président d'arriver dans une grande ville, par exemple. Il y avait une cohérence de façade. Vous voyez, voilà. Mais à l'intérieur, comment ça se passait, c'était autre chose, effectivement. Alors, les alliances seront respectées jusqu'au coup de sifflet du début de la campagne électorale, etc., et même avant. Bien sûr, les coalitions, à proprement parler, se feront au vu du résultat, mais pas avant. Et il y aurait des coalitions, par exemple, aujourd'hui l'USFP, en ayant échoué, en faisant échec à la motion de censure, etc., a mis le pied peut-être dans une future coalition pour le pouvoir prochain. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, pour l'instant, ça reste opaque. Ça reste totalement opaque. Je dis un dernier mot et je vous laisse parler. Les congrès sont déterminants. Le PJD, en portant à sa tête un cacique tel que Ben Kiran. Il a été élu. Voilà, il a été élu, c'est très bien, mais il s'est affaibli. Il faut le dire. C'est leur choix. Non, mais c'est politiquement affaibli. Attendons de voir ce qui va se passer chez les autres partis aussi. Ah ben justement, on va attendre. Il y a le congrès de l'USFP qui se prépare aussi à Abdelaziz. Donc sur cette question-là des alliances, comment vous voyez les choses? Parce que c'est une alliance c'est une alliance numérique. Oui. Pour dire les choses telles qu'elles sont, l'actuelle. Elle est très cohérente, elle est très forte, elle est très solide, mais elle reste numérique. Parce que quand on les voyait, ce qu'ils disaient, comme on dit, ils disaient pique-pendre les uns sur les autres, bon, ils ont quand même tenu 4 ans, il faut leur rendre grâce pour ça, mais là, c'est en train de s'effriter, non? Franchement, sur la question des alliances, moi, je pense que les alliances, ce sont des choses qui se font au vu des résultats, d'abord des élections, c'est-à-dire que voilà, imaginons on a un parti qui arrive majoritaire d'une manière écrasante. Le système électoral marocain ne le permet pas, mais en tout cas, voilà, avec une majorité qui soit assez confortable, voilà, je pense qu'il pourrait composer d'une manière aisée le gouvernement et son alliance majoritaire. Sachant qu'il est bien malin celui qui pense pouvoir faire ça. On a bien vu, par exemple, Abdillah Belkiran en 2016, avec une majorité, un parti majoritaire, mais qui n'arrive pas à composer une alliance majoritaire. Je pense qu'on va aller vers la même alliance majoritaire avec 1 ou 2 partis qui vont s'ajouter, mais en tout cas, en vue des résultats et au vu de le poids de ce qui va être après de l'opposition. Mais voilà, sur la question de l'alliance majoritaire, je pense qu'elle ne se pose pas en ce moment. Mais ce qui m'intéresse beaucoup plus, c'est la grande big picture, la grande image. Est-ce qu'on va reproduire encore une fois les mêmes tares du fonctionnement du système politique marocain actuellement? C'est-à-dire que les élections vont se faire et se défaire grâce ou à cause des notables. C'est-à-dire les notables qui vont gagner, il faut gagner les élections. C'est ce qu'on est en train de voir maintenant. Les partis politiques qui sont en train de chercher les notables. Et ça, par contre, la campagne est bien commencée. C'est-à-dire, on commence bien à sentir, celui-là va rejoindre un tel parti, celui-là va quitter le parti. Le mercato, et les politiques, ils n'aiment pas qu'on leur dise le mercato. Et qui va s'intensifier. Oui, mais c'est le mot. Pourtant, c'est très honorable, le foot. Mais les notables, c'est bien, mais quand on voit les résultats actuellement, au niveau des débats politiques au sein du Parlement, on a un des parlements les plus faibles de l'histoire de notre pays. C'est-à-dire qu'il y a pourtant une des majorités les plus fortes. Les plus confortables. Et c'est ça le problème. C'est-à-dire que peut-être ce qui a affaibli le débat, parce que ce sont temps forts, ils n'ont presque pas besoin de trop débattre pour passer une loi, etc. Mais c'est un vrai problème. C'est-à-dire qu'on a un parti, on a une majorité actuellement qui pourrait débattre d'une manière extrêmement aisée et porter les vrais problèmes du pays quand on voit les gens. D'abord, l'absentisme
au sein du Parlement qui est extrêmement élevé. Deuxième chose, le 5e groupe parlementaire au Maroc, c'est les parlementaires qui sont poursuivis par la justice. Donc la question de la moralité des candidats va se poser de plus en plus. Clairement. Et troisième chose, quand vous voyez la qualité, par exemple, des parlementaires, qui posent des questions, il y a certains qui ne savent même pas lire. Oui, mais bon, ça, là, vous savez très bien que dans tous les pays du monde, on a suivi les élections en France, on a suivi les élections aux États-Unis, on a suivi... tu as cité, par exemple, pour moi, c'est pas un modèle. Mais vous voyez, par exemple, en France, par exemple, vous voyez, par exemple, Espagne, vous voyez, par exemple, le débat au Parlement français. L'intensité du débat au Parlement français, l'intensité du débat au Parlement espagnol. Restons dans l'intensité du débat. Il y a une intensité. Il y a des gens qui arrivent avec des vraies idées, qui savent très bien, qui ont un background politique derrière. Là, le problème, c'est que actuellement, les politiques qu'on a maintenant, les gens qui sont au Parlement, n'ont pas de background politique. Vous savez, comme on dit, Abdallah, c'était mieux avant. C'était un peu mieux. Quand on revient au Parlement des années 80, que ce soit ici ou ailleurs, il y avait d'autres personnages qui arrivaient directement des années 50, des années 60, et qui avaient, c'est une question de technocratie, mais vous avez une mémoire politique, on a une mémoire politique. Vous vous rappelez, par exemple, des débats, imaginons la motion de censure, par exemple. Vous vous rappelez très bien les motions de censure des années 90. C'était un spectacle. Moi, j'étais un adolescent, je regardais, je comprenais rien, je connais un peu la politique. D'ailleurs, c'est encore en train de tourner, une forme de nostalgie, c'est encore en train de remonter, de tourner actuellement. Bien. Donc, j'ai pas tort. Non, mais sur des questions de fond, par exemple, la question de la retraite, il y a des choses qui émanent de ces temps-ci et qu'on n'a pas encore résolu. La réforme de l'enseignement, etc. C'est ça ce qui est dommage. La réforme de l'enseignement, c'est une question, les écoles pilotent, mais attention à l'abandon scolaire. Le bilan à mi-parcours, il y a la sonnette d'alarme qui a été tirée. La retraite, nos caisses de retraite sont menacées. Alors, le gouvernement est en train d'aller vers un pôle public, mais il faudrait vite aller les amis, à l'action. Je vous sens vous passionner pour la politique marocaine. Je vais vous entraîner sur un terrain qui est un peu moins confortable, si on peut considérer que la politique chez nous est confortable, le terrain moyen-oriental. Alors, on ne peut pas rester sur la politique exactement. Non, de toute façon, je vous remercie d'avoir choisi un sujet national. C'est un bon signe. Il faudrait qu'on reste ancré et prêt et proche de nos problèmes d'abord. Il faut surtout... axé sur la participation, parce qu'il faut participer pour faire une élection qui ressemble à quelque chose. Sur le terrain moyen-oriental, alors on va sortir de l'actuel et du factuel, parce que ça bouge énormément et ça bouge beaucoup, mais allons sur l'aspect, sur le côté géopolitique, ou plutôt géostratégique, pour être plus précis. Depuis les années 2010, on a pensé du pivot américain de l'Atlantique vers le Pacifique, du retrait à partir de 2013-2014, du retrait des Américains de la zone du Moyen-Orient et se retourner vers la Chine. C'était l'époque Obama. Puis il y a eu Trump 1 qui était aussi là-dessus. Ça a commencé à bouger. Puis à un moment, on a décidé que les États-Unis se sont retirés de la scène moyen-orientale. On a vu les Chinois et les Russes arriver. Et puis voilà, Trump revient. Il a son premier grand voyage à l'étranger, c'était dans le Golfe, 1300 milliards, etc. Il y a la guerre, les massacres qu'il y a à Gaza, la guerre en Iran, puis les Russes et les Chinois. Comment vous voyez la reconfiguration, je commence par vous, Mohamed Zelimé, comment vous voyez la reconfiguration qui est en train de se faire dans cette région? Est-ce que les Américains reviennent? Et si oui, est-ce que les Chinois et les Russes vont les laisser? Ils ne vont pas essayer de jouer des coudes un petit peu? Ou alors, c'est simplement conjoncturel parce qu'il y a une guerre, il y a un massacre? Enfin, comment vous voyez les choses? Alors, tout à l'heure, Saadallah avait parlé de la big picture. Il faut inscrire en fait ce qui se passe aujourd'hui dans justement prendre du recul. C'est pour ça qu'on veut sortir de l'actuel, voilà, pour parler de comment on voit ces choses-là se faire. La situation d'aujourd'hui n'a pas commencé aujourd'hui. Depuis qu'on a commencé à parler du Grand Moyen-Orient, du Nouveau Moyen-Orient, etc., il y avait en fait les prémices de quelque chose qui se préparait pour un nouvel ordre mondial. Et c'est vers un nouvel ordre mondial qu'on est en train de s'acheminer. Alors, Trump a la qualité de ses défauts, l'émotivité, de dire les choses crûment, etc. Et pas mal de fois, pourquoi il est là, pourquoi il est revenu, c'est pour rendre l'Amérique rendre sa grandeur à l'Amérique. Okay. Et c'est donc pour prendre
en main le pouvoir du monde. Si on peut appeler ça. Bien sûr que la Russie, la Chine ne le laisserait pas faire, absolument pas faire, mais on voit bien qu'on a bien occupé la Russie dans une guerre qui va encore s'éterniser. Voilà, on n'en sait rien, là encore. Mais de toutes les façons, la guerre n'est pas encore terminée et les Russes, leurs armes, etc., ils sont occupés principalement par cette guerre, ce qui arrange les affaires des Américains. Et puis, les Chinois, l'arme des taxes américaines semble avoir assez bien fonctionné, puisque la Chine fait plus que jamais de la réelle politique. Il laisse un peu maintenant de côté sa grande route de la soie, etc., et essaie de naviguer pour ses propres intérêts. Gérer Donald Trump, quoi. Gérer Donald Trump et gérer l'avenir. Apparemment erratiques de Donald Trump, elles ne le sont pas. Gérer l'avenir. Alors, avec la Chine, etc., il n'y a pas beaucoup d'inquiétudes peut-être à se faire. Mais, alors, est-ce que la Corée du Nord va continuer à être aussi calme, sachant que son fou président a proposé son aide aux Iraniens, par exemple? C'est une question à poser. Mais de toutes les façons, alors, c'est certainement pas pour défendre Kim Jong-un, je n'ai pas de raison de le défendre, mais dire fou de Kim Jong-un, je ne sais pas. Quand on fait une bombe nucléaire, quand on arrive à tenir tête, bon, on n'est quand même peut-être pas si fou que ça. On est un peu énervé, vous savez, de toutes les façons, la volonté de puissance mène souvent à l'impuissance. Et c'est ce qui est en train de se passer, par exemple, pour l'Iran. Moi, je ne fais pas de reproches. Quand on base toute sa communication sur je veux dire, l'élimination d'Israël, etc., on pourrait bien imaginer qu'Israël, un jour, allait mener cette guerre. Fatalement, on s'attendait depuis je ne sais combien de temps à ce qu'une telle guerre éclate. Alors justement, là... Oui. Et moi, je veux amener le débat vers autre chose, puisqu'on parle de big picture. On est en train d'analyser une réalité qui nous malmène psychologiquement, qui va changer peut-être le regard de nos enfants, de la jeune génération, sur le monde, sur la réalité du pouvoir. Et c'est pour ça que la place des philosophes, la place des sociologues, doit être prépondérante dans notre pays où l'on parle de réforme de l'enseignement, etc. Oui, pour analyser de telles situations, etc., mais comment prémunir notre intégrité psychologique et mentale au vu de toute la violence qui nous est jetée à la face. Imposé. Alors avant d'en arriver aux philosophes et aux sociologues, il faut déjà les politologues et les géopolitologues. Qu'est-ce qui va se passer? Alors encore une fois, l'expression big picture, effectivement. Comment vous voyez? Alors, on a les Américains, j'ai expliqué, pivot, pas pivot. Les Européens, ils sont dépassés, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Les Russes sont occupés en Ukraine, certes, mais ils ont une frontière commune avec l'Iran. Oui, ne vous étonnez pas, c'est à travers la mer Caspienne, donc c'est direct, sans passer par un autre pays. C'est l'étranger proche, cher à Vladimir Poutine. Ils ne sont pas si loin que ça de la Chine, qui a un accord de partenariat de plusieurs dizaines de milliards de dollars sur 25 ans. Et là, on voit donc les Américains revenir. Est-ce que c'est dans les intérêts de ces deux grandes puissances que sont les Russes et les Chinois de laisser faire? Parce que c'est très agressif. C'est très, très agressif. Je ne parle pas de la puissance militaire. C'est très agressif économiquement et sur le plan de l'influence. Non. Ce qui est certain, c'est qu'on est dans des temps d'incertitude. C'est tellement mouvant, c'est tellement changeant. Je pense que voilà, à un moment, on s'ennuyait tellement en relations internationales, on s'ennuyait tellement en politique étrangère. Alors, on est passé d'un extrême à l'autre. Et là, vraiment, je pense qu'on le vivons depuis 2 ans. Nous vivons des moments historiques. Nous vivons des choses qu'on va se rappeler. Nous, nos enfants, nos arrière-petits-enfants qui vont étudier dans les manuels d'histoire. C'est un peu l'équivalent de ce qu'on étudiait la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, la guerre de 67, etc. On y est. On est dans des moments qui sont extrêmement historiques et qui vont changer complètement la face du monde. Alors,
tout ça est lié. Il y a un continuum. Je ne vais pas remonter jusqu'à longtemps, mais à la fin des années 90, il y avait l'effondrement du mur de Berlin, la fin de la guerre froide. Il y a quelqu'un, que vous connaissez, Francis Fukuyama, qui avait écrit un livre qui s'appelle La fin de l'histoire. C'est-à-dire, la fin de l'histoire, tout est fini, la démocratie a gagné et on va plonger dans des temps d'ennui. C'est-à-dire, il y a une seule grande puissance, et là, ça a été démenti par la suite. Il y a cette activité, cette effervescence qui a repris la place de l'ennui, donc on est dans une nouvelle configuration. Alors, le cœur du problème actuellement, est-ce qu'il y aura une chute des régimes en Iran ou pas? Est-ce que c'est une bonne chose pour tout le monde, pas seulement pour la Russie, pas seulement par la Chine? C'est une chose qui est importante pour toute la région, pour nous-mêmes. Justement, dans quel sens elle est importante? Parce qu'il y a en face, il y a elle est importante pour différentes raisons. Parce que là, on entend tous une certaine musique qui est, surtout dans la presse américaine, dans la presse européenne, dans les médias, oui, il faut libérer l'Iran, il faut faire chuter les régimes, c'est une théocratie, ce qui est vrai. C'est un régime qui est... un régime condamnable sur plusieurs aspects. C'est un des pires régimes dans la région. C'est un régime qui n'a pas respecté son voisinage avec les pays du Golfe. Nous aussi au Maroc, on y a été touché un tout petit peu. Je ne vais pas revenir sur cette discussion-là. Il a fait plusieurs erreurs. Mais la chute de ce régime et l'effondrement va être fatal. Encore une fois, on a un minimum de culture historique. On a vu ce que s'est passé en Irak avec la chute du régime. Et ça a donné, c'est-à-dire ce qui a été vendu aux début des années 2000 comme la démocratie au Moyen-Orient, etc., a fait basculer complètement l'Irak d'un régime vers un autre qui est contrôlé d'ailleurs par l'Iran et par des milices chiites qui sont proches de l'Iran. On a vu la chute du régime en Libye par une action étrangère. On connaît jusqu'à maintenant les résultats. Un pays qui est divisé en deux. Le Maroc essaie de jouer un rôle justement pour réconcilier les deux parties, mais c'est un pays qui est divisé en deux, avec un risque majeur toujours, ne serait-ce que pour l'immigration clandestine, mais aussi pour le terrorisme. Mais vous imaginez l'effondrement du régime en Iran. Un pays qui a des... C'est un pays qui pivot entre l'Asie et le Moyen-Orient, entre l'Asie centrale et l'océan Indien, entre deux grandes cultures, avec le détroit d'Ormuz, qui est un détroit qui est extrêmement important pour le commerce international. Est-ce que vous imaginez, par exemple, la Chine permettre une telle situation de l'effondrement d'un régime ou d'une action militaire menée par l'Iran dans cette région? Parce que c'est un scénario, c'est un scénario qui est posé, qu'on bloque complètement ce détroit. Donc, c'est mettre fin ou suspendre pour un moment indéterminé le commerce international. Donc, c'est un scénario que personne ne voudrait. Donc, tout le monde a intérêt qu'il y ait une désescalade, qu'on appelle. C'est que tout le monde un peu respire un petit coup et que on revient à et le retour de la diplomatie. Mais après, et ça c'est un élément, je voudrais bien finir sur ça, et là on voit le poids des idéologies, le poids des passions, que ce soit aux États-Unis, parce qu'actuellement, la décision du président américain, est-ce qu'il intervient ou pas dans le conflit au Moyen-Orient, elle est suspendue à l'influence des clans qui sont divisés par des considérations idéologiques. Il y a parfois des considérations messianiques, c'est-à-dire il y a des gens qui pensent vraiment que soutenir Israël est une obligation biblique. Il y a le confessionnel et puis il y a le rationnel aussi, parce qu'on rappelle l'affaire de l'Irak, regardez ce qui va se passer, ça va être le chaos. Donc on va attendre. C'est pour ça que je voulais rester là-dessus, parce que ce qui se passe dans l'actuel et le factuel, c'est une chose, ce qui se passe dans la grande sphère géostratégique, et ça, mais ça, Aziz, ça c'est aussi un élément important. C'est le retour en puissance des identités, de la culture, des idéologies, des passions identitaires. On n'est plus. C'est pour ça qu'à chaque fois on me dit, vous voyez, le pragmatisme en relation internationale, il n'y a pas que du pragmatisme, il y a aussi la passion. On s'ennuyait un petit peu, là on va patauger. On peut noter justement... Moi j'ai un troisième sujet. Juste sur l'invisibilité des Européens dans ce conflit. D'une manière délibérée ou forcée, puisqu'ils sont désunis, etc. Mais là aussi, dans le rapport futur mondial, l'Europe a des soucis à se faire.
On va en parler encore dans un mois. Je pense que le monde dans un mois ne sera pas le même que celui qu'il y a aujourd'hui. Troisième et dernier sujet, si vous voulez bien. Nous avons parlé ici au débrief déjà de la question de nos émirats, de notre communauté à l'étranger. Je voudrais en reparler avec vous pour le temps qui nous reste, c'est-à-dire à peu près 5 minutes, mais sur un point et un seul point. Je commence par vous, Si Mohamed Zeinabi, sur le retour. Il y a un phénomène qu'on décrit, dont on parle. Certains disent qu'il est large, certains autres disent qu'il est plutôt réduit. C'est le phénomène du retour. Pas le retour Marhaba 2025, c'est le retour pour l'installation ici définitive pour le Maroc du mondial, pour le Maroc de stratégie numérique, pour le Maroc d'un tas de choses. Alors, et comment vous voyez, est-ce que vous sentez... Alors, autour de nous, et quand on va dans des réunions, etc., où on parle, par exemple, à la CGM ou quelque chose, il y a toujours un ancien expatrié, un ancien MRE qui vient se renseigner, qui vient tâter le pouls, etc., ou qui a installé une affaire quelconque, etc., et qui vient s'introduire auprès des cercles des décideurs économiques. Et donc, oui, on le sent. On ne l'a pas encore mesuré, mais on a tout intérêt à voir s'il s'agit réellement d'un réel financier. La masse critique est là. Moi, j'ai discuté avec par exemple, des gens de la famille ou des proches ou des connaissances installés un peu partout en Europe et qui ont cette volonté, qui vous disent qu'il n'y a pas plus grand-chose à faire en Europe, que le climat devient irrespirable, parce que ne l'oublions pas, qu'est-ce qui motive quelqu'un installé depuis longtemps dans un pays où il a fait études, l'herbe plus verte. L'herbe plus verte, elle est apparemment un peu moins verte. Voilà, mais il y a là aussi les idéologies, la montée fulgurante des extrêmes. C'est incroyable de constater, par exemple, dans un pays comme l'Allemagne, qui a connu ce qu'il a connu historiquement, où l'on voit émerger les néo-nazis. C'est quand même incroyable. C'est dire l'atmosphère qui règne dans ce pays. Alors, on a vu à un certain moment, même des Français en France disent déclarer publiquement à travers des médias qu'ils souhaiteraient tellement s'installer dans un pays comme le Maroc, où il y a une joie de vivre. Ça sera déterminant dans l'avenir. Les gens les personnes humaines, mentalement équilibrées, cherchent un lieu où il fait bien bon vivre. La marocothérapie qu'avait, d'une manière géniale, trouvé un jour l'ONMT pour vendre le Maroc, fonctionne ces jours-ci à plein régime, puisque un peu partout dans le monde, il y a un malaise. Alors que nous, il y a une perspective de construction, il y a des chantiers qui sont ouverts, il y a la CAN qui arrive, il y a le modèle qui arrive. C'est bon pour le moral. Hein. Vous savez, des choses bonnes pour le moral, on en a besoin dans un pays, en crise. C'est toujours compliqué d'inviter des éditorialistes. Je vais prendre 15 secondes quand même. Plusieurs personnes habitant à l'étranger m'ont dit, quand on vient au Maroc, on voit toujours des chantiers nouveaux, des choses nouvelles qui se font. Et pourtant, qu'on reste 3 ans avant de venir ou 3 mois, c'est toujours la même chose, des chantiers. Est-ce que vous sentez... Alhamdoulilah, personne ne s'en plaint, alhamdoulilah. Mais est-ce que vous sentez justement ce vent de retour, ce mouvement de retour? Vous avez une minute et demie. Non, Mohamed il l'a dit. C'est-à-dire qu'actuellement, bien sûr, il y a beaucoup de Marocains qui sont installés à l'étranger, qui ont envie de revenir au Maroc. Il y a plusieurs atouts au Maroc. Bien sûr, il n'y a pas que des choses mauvaises. On est souvent critique sur certains aspects, mais aussi, il n'y a pas que il y a des choses qui sont... La stabilité, voilà, il y a beaucoup de choses. Et donc, la montée, parce qu'il y a un air qui est un peu difficile à respirer actuellement en Europe, vous voyez le débat sur l'islam, sur l'immigration, etc. À un moment, même quand vous êtes un Européen d'origine maghrébine, africaine, à un moment, vous vous sentez visé, même quand vous êtes de nationalité purement, de nationalité française, espagnole, allemande, etc., vous vous sentez visé. Donc, ce qui explique ce retour vers le Maroc, et parce qu'il y a aussi des opportunités ici au Maroc. Moi, c'est juste, pour revenir au début de votre question, c'est Aziz, c'est qu'on avait toujours la perception des MRE, comme quelqu'un qui est juste de passage au Maroc, il faut lui préparer les structures d'accueil, pour son arrivée, etc. Je pense qu'il y a un changement qui doit être fait,
C'est pour ça, d'où la demande de Royal en 2022, en 2024, justement, pour changer de structure, changer de mentalité, et que voilà, que c'est pas seulement avoir un mécanisme de mobilisation des compétences. Justement, très clair. Justement, parce que il n'y a pas qu'à 120 milliards de dirhams. Parce qu'il n'y a pas que Hakimi qui a été une chance. Pour le Maroc, pour le football marocain, mais parce qu'il y a d'autres Hakimi dans d'autres secteurs, dans d'autres activités, et qui voudraient bien être ici au Maroc. Merci à vous. Merci Mohamed Zeinabi. Merci Abdullah Tourabi. Ça passe vite le temps. Merci d'avoir été avec nous. C'est bien. Merci de nous avoir suivis et à la semaine prochaine. À bientôt. Merci à vous.